Bonjour et bienvenue dans Un café en ferme, un podcast thématique signé par le collectif Ici la Terre. Je suis Juliette et j'interroge ceux qui nous nourrissent, les agricultrices et agriculteurs bien sûr. Nous traitons de sujets d'actualité qui interrogent les consommateurs et qui parfois font polémique. Bonne écoute! Donc nous allons évoquer le sujet du glyphosate. Pour contextualiser, aujourd'hui la Commission européenne propose de la réhomologation du glyphosate pour une durée de 10 ans. Donc le vote aura lieu le 13 octobre. Pour ce sujet, je suis accompagnée de Geoffrey, agriculteur. Bonjour Geoffrey. Bonjour Juliette. Geoffrey, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors en quelques mots, je suis exploitant à Bazainville dans les Yvelines, en grande culture, blé, orge, colza, orge de printemps, pois, févrole, sur des types de sols assez hétérogènes, ça va du sable au limon franc à de l'argile, enfin voilà, tout type de sol. Le limon franc, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que c'est? Le limon franc, c'est un type de sol qui se situe entre le sable et l'argile, dans lequel donc, il y a un niveau d'argile qui est suffisamment intéressant pour avoir un potentiel de rendement qui soit plus correct. Ça s'apparente, je dirais, à de la bonne terre. Ça fait pas partie des meilleures terres de France, mais c'est une terre qui est plutôt correcte. Ok, très bien. Et alors, une petite question, pourquoi ce choix de devenir agriculteur? Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, le choix de devenir agriculteur, il est avant tout familial, que ce soit du côté de mon père ou de ma mère. Enfin, mes quatre grands-parents étaient exploitants agricoles, donc mes grands-parents paternels donc à Bazainville, là où je suis, et mes grands-parents maternels en Normandie. Donc en fait, déjà, j'ai toujours baigné dans ce milieu-là. Donc en fait, pour le coup, enfin, voilà, c'est pas acquis, c'est inné. C'est dans le sang, quoi, hein, clairement. Bon, voilà, j'ai eu un goût particulier pour la vocation, avec à la fois cette liberté de décider de ce que l'on fait, tout en sachant que ce qui nous guide reste la météo et puis la nature. Tout à fait, c'est vrai que vous avez un métier intéressant sur le fait que vous êtes vraiment au contact réel avec la nature et les différents éléments. Oui, c'est ça, ouais. C'est quand même la météo qui guide nos stratégies, nos applications, enfin, notre travail du sol, quand il fait trop sec ou quand il pleut trop, enfin, voilà, quoi. C'est le climat qui gère un peu notre planning. Mm. Eh bien, donc pour ce premier épisode, nous allons aborder un sujet plutôt clivant, le glyphosate, herbicide le plus utilisé au monde. Geoffrey, le glyphosate, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Alors, le glyphosate, c'est un produit phytosanitaire de la catégorie des herbicides. Et alors, pour aller un petit peu plus loin, c'est un herbicide total, c'est-à-dire qu'il n'est pas sélectif. Il n'est pas sélectif, ça veut dire que il va avoir une efficacité sur toutes les plantes, moyennant une dose plus ou moins faible ou forte, mais toutes les plantes qu'il va toucher pourront être plus ou moins atteintes. Et il a une autre caractéristique, c'est un herbicide type foliaire. Ça veut dire que toutes les plantes qui auront une feuille, enfin toutes les plantes qui seront touchées de manière physique par le produit seront atteintes. Ce qui veut dire aussi que tout ce qui n'est pas sorti de terre, tout ce qui est en graines, ne pourra pas être atteint. Ce qui a d'autres types d'herbicides, les herbicides racinaires, mais en tout état de cause, le glyphosate est un herbicide type foliaire qui n'est donc pas utilisable en France sur des cultures qui sont déjà implantées, parce que sinon ça la détruirait. C'est vraiment un produit qui se met en interculture avant l'implantation, et notamment pour désherber des mauvaises herbes qui sont problématiques. Généralement, c'est les mauvaises herbes en plus qui font partie de la même catégorie que la culture qu'on va semer. Typiquement, quand c'est du blé, qui est une graminée, on a des problématiques d'autres graminées, alors qu'on appelle du vulpin ou du raigrane notamment, ça c'est vraiment une principale problématique. Généralement, avant de semer du blé, on laisse ces mauvaises herbes repousser un petit peu et on les traite juste avant de semer, comme ça, voilà, elles sont plus faciles à désherber ensuite. Très bien. Et ensuite, la question pourquoi donc on l'utilise? Pourquoi donc il est nécessaire pour les Alors, cultures? pourquoi il est nécessaire? Voilà, il est nécessaire pour la simple et bonne raison, c'est que c'est un herbicide qui est total. Donc, quand on l'applique avant l'implantation de notre culture, ça va faire vraiment le ménage des mauvaises herbes sur la parcelle à semer. Et aujourd'hui, ça reste le produit le plus efficace que l'on ait
et économiquement le plus rentable, économiquement le plus viable. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas réellement d'alternative à ce produit-là. C'est-à-dire que les autres alternatives, soit c'est d'autres herbicides qui coûtent plus cher ou qui ont une phrase de risque qui est plus importante, donc potentiellement plus dangereux pour l'environnement. Maintenant, on va parler plutôt de comment appréhendent certains consommateurs. Comme on peut le constater, le glyphosate, pour certains, est égal danger. On peut faire polémique, hein, que ce soit sur les plateaux télé ou autres, concrètement dans l'espace public. Pourtant, le 6 juillet 2023 exactement, donc l'EFSA, l'Autorité de sécurité des aliments, n'a pas, je cite, identifié de domaine de préoccupation critique. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ce sujet divise? Quelle est ton approche vis-à-vis du consommateur sur l'utilisation de ce produit? Alors, pourquoi le sujet divise? Le sujet divise parce qu'en fait, les gens connaissent le glyphosate sous le nom de Roundup commercialisé par Monsanto. Et comme en effet, c'est le produit le plus utilisé dans le monde, c'est le produit que tout le monde connaît. D'autant plus que jusqu'à encore il n'y a pas très très longtemps, hein, un ou deux ans peut-être bien, les citoyens lambda pouvaient en acheter en jardinerie ou en grande surface et l'utiliser chez eux. Donc c'est un peu pour ça que ce produit est polémique. Et en fait, il est devenu politique plus qu'autre chose parce que il est connu du grand public, tout le monde le connaît et a été utilisé massivement. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est réglementé sur la dose d'application, d'utilisation. Le citoyen lambda, il n'avait pas besoin de certificats comme nous, on a besoin aujourd'hui pour les appliquer. Mais donc, en fait, il pouvait en utiliser 15-20 fois la dose que nous, on utilise sur nos parcelles au mètre carré. Nous, on est réglementé sur l'utilisation du produit et sur la dose, pas le consommateur. Retiré, je dirais, du marché public. Aujourd'hui, nous, on y a accès. Et ce pourquoi il fait polémique, c'est parce qu'en fait, il y a beaucoup d'études qui ont montré qu'il n'était pas dangereux pour l'environnement dans le cadre d'une utilisation réglementée et légale. Toujours pareil, hein, moi je prends souvent l'exemple d'une voiture. La voiture, alors certes, on peut monter à 200 km/h. Maintenant, c'est réglementé à 100, 110 sur l'autoroute, 130 sur l'autoroute. Si on roule à 200 et que l'on crée un accident, pas se retourner contre la voiture, mais voilà, contre l'utilisateur de la voiture. Là, il y a des exploitants qui se sont retournés contre les firmes. Ceci étant, c'est aussi parfois d'une mauvaise utilisation du produit. Donc en fait, ce produit, il est polémique parce qu'en plus, il est visuel. C'est-à-dire que quand on applique du glyphosate dans nos champs, au bout de quelques jours, une semaine ou deux, et les plantes qui étaient vertes auparavant deviennent jaune-orange. Donc en fait, visuellement, on a l'impression en plus que voilà, enfin, voilà, le produit a éradiqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un produit qui se dégrade assez rapidement. Au bout d'un mois dans le sol, il est dégradé par des micro-organismes. Donc c'est un produit que certes, nous, agriculteurs, on utilise. Maintenant, à savoir si c'est nous qui sommes responsables des résidus qu'on trouve en rivière, ça, c'est compliqué à savoir. C'est un produit qui se dégrade assez rapidement au bout d'un mois dans les sols. Quelle est ton approche vis-à-vis du consommateur sur l'utilisation de ce produit? Eh bien, mon approche vis-à-vis du consommateur sur ce produit, c'est vis-à-vis de l'utilisation que l'on en fait. Nous, on l'utilise avant l'implantation d'une culture, jamais sur culture qui est en place, parce que comme je l'ai dit auparavant, sinon ça la détruirait. Et en plus, il a un mois de durée de vie dans le sol, sachant qu'une culture, nous, si on prend l'exemple du blé qu'on sème en octobre-novembre et qu'on récolte en juillet de l'année suivante, enfin, si on utilise du glyphosate, allez, début octobre, allez, même mi-novembre, il est détruit dans le sol. Donc les résidus qui peuvent rester, il n'y aura pas de résidus dans la culture qui est en place. En tout état de cause, à la récolte du blé semé au mois d'octobre, à la récolte du blé en mois de juillet, il n'y aura pas de résidus de produit. Donc, il n'y a pas lieu d'avoir d'inquiétude sur ce produit-là. Et alors, moi, je l'utilise, donc, comme je disais, avant l'implantation d'une culture. Là où on pourrait s'en passer, c'est éventuellement quand on pratique le labour. Moi, je ne pratique pas le labour par plusieurs raisons, parce qu'on a des types de sols qui s'y prêtent pas toujours, et parce que c'est une technique qui, à mon sens, dégrade la qualité et la structure des sols. Ce qu'il faut savoir, c'est que, je veux dire, de mon expérience, moins je travaille le sol, mieux il se comporte. Et moins on travaille le sol, plus on laisse aussi la micro et macrofaune du sol se développer. Et on sait,
enfin, des études ont montré, et même moi visuellement sur le terrain, hein, je l'observe, moins je touche le sol, plus je vois les effets de limitation de travail du sol, et notamment du labour. Et ce que je vois notamment, c'est sur l'augmentation du nombre de vers de terre. Et en fait, je l'observe pour la simple et bonne raison, c'est que je vois davantage de dégâts de sanglier dans mes parcelles comparé à certaines parcelles de mes voisins. Et les sangliers, bien souvent, ils viennent chercher les vers de terre qui sont dans les sols. Et donc je le vois quand je vois des dégâts de sanglier dans mes parcelles et juste à côté, pas de dégâts chez mes voisins et qui pratiquent le labour. Bon, bah, je me dis que c'est peut-être ça qui est en cause. Et c'est pas pour autant que l'utilisation que je fais du glyphosate sur mes parcelles ne porte atteinte au développement de la macrofaune. Et d'ailleurs, aujourd'hui, est-ce qu'il existe des alternatives économiques? Alors, en effet, il existe des alternatives. Maintenant, est-ce qu'elles sont économiquement viables ou environnementalement viables? Ça, c'est autre chose. Alors, il y a des techniques type désherbage mécanique. Donc là, c'est plus soit des bineuses qui sont derrière les tracteurs ou ce qu'on appelle des hersetries ou rotatives. Enfin voilà, il y a des outils mécaniques qui peuvent permettre de faire du désherbage, mais ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'il faut bien parler de la même chose. C'est-à-dire que les alternatives, je dirais mécaniques, elles sont utilisées une fois que la culture est en place, alors que le glyphosate s'applique avant la mise en place d'une culture. La seule alternative au glyphosate, si on parle d'une même utilisation en quelque sorte, ce serait soit du glyphosate avant de semer, soit du labour avant de semer. Parce qu'en fait, comme je disais auparavant, on ne peut pas appliquer du glyphosate sur une culture qui est en place. Donc une fois que la culture est semée et implantée, là ce sera du désherbage type mécanique, donc ce sera, voilà, comme je disais, bineuse, hersétrie, ou alors désherbage thermique, donc au gaz ou avec comme des chalumeaux, ce genre de choses. Maintenant, est-ce que environnementalement c'est plus viable? Bon, voilà, ça se discute quand même, hein. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le désherbage mécanique demande beaucoup de temps de travail, beaucoup de tracteurs, donc aussi davantage de carburant. Enfin, j'ai un collègue qui est en agriculture biologique et qui me dit, bah, j'ai augmenté par 7 mon temps de travail de désherbage dans mes parcelles bio. Alors après, voilà, je ne crache pas du tout sur nos collègues bio, au contraire, hein, ils ont tout à leur honneur et ils font des cultures qui sont parfois remarquables, hein, en termes de propreté. Mais c'est d'autres techniques qui peuvent être discutables, hein, sur le plan économique et sur le plan environnemental. Et tu disais aussi qu'il existait un désherbage thermique. Je sais plus si tu en... Oui, alors thermique, ça va être au gaz avec entre guillemets, des petits chalumeaux, bon, ça, enfin, c'est pareil, la consommation de gaz, le temps de passage, le rendement à l'hectare. Et après, voilà, le gaz, c'est pas neutre non plus environnementalement parlant. Donc, il faut relativiser en fait toutes les pratiques. Et aujourd'hui, en fait, la pulvérisation du glyphosate avant l'implantation d'une culture, encore une fois, reste la pratique la plus économiquement viable. Et peut-être, in fine, la plus environnementalement viable aussi. Très bien. Merci, Geoffrey. Est-ce que tu souhaites compléter sur ta technique, ton ressenti? Est-ce que tu as quelque chose à partager? Bah, qu'est-ce que j'ai à partager? En fait, c'est un outil qui est, moi j'estime qui est formidable. Ce serait terrible de ne plus l'avoir dans la mesure où il nous permet de limiter donc nos travaux du sol, hein, tout en ayant des cultures qui soient des cultures après l'application qui soient viables économiquement aussi. Et ça permet pour ceux qui pratiquent l'agriculture de conservation ou le semi-direct, ce genre de choses, de pouvoir semer des couverts qui capteraient du carbone, qui capteraient parfois de l'azote, hein, qui l'intégreraient dans le sol de par la destruction du couvert, mais de manière, une manière mécanique, parce que pour l'implantation de la culture suivante, c'est essentiel, mais aussi de manière chimique de par le glyphosate. Donc c'est un produit qui est résilient, à mon sens, pour une agriculture plus intelligente et aussi plus économe en carburant. C'est-à-dire que ceux qui pratiquent l'agriculture de conservation, j'essaye, moi, c'est pas toujours évident, mais j'essaye, ils ont une agriculture qui est beaucoup plus résiliente parce elle ne dégrade pas les sols, dans la mesure où ils ne les travaillent quasiment pas, donc permet aussi un meilleur drainage de l'eau, une meilleure biodiversité du sol, donc qui derrière peut engendrer aussi une meilleure lutte contre les insectes, par exemple. Et pour eux, l'utilisation du glyphosate est essentielle parce que c'est un petit peu leur seule manière de détruire
l'interculture avant de pouvoir semer la vraie culture qui sera récoltée l'année suivante. Donc c'est quand même un produit je veux dire, qui est techniquement formidable. Ça peut paraître un peu insensé de dire ça, mais c'est un produit qui est environnementalement qui est génial. Ok, et ouais, je tenais à préciser aussi que là, tu disais que si à l'avenir, voilà, on nous obligerait l'interdiction de ce produit, pardon, ce serait vraiment dommage. Aujourd'hui, nous sommes le 13 septembre 2023 et donc en ce moment se discute du coup cette autorisation. Est-ce que, en sachant qu'en fait l'autorisation s'expire donc, au sein de l'Union européenne en décembre 2023, aujourd'hui on est en discussion de est-ce que donc le glyphosate sera réhomologué ou pas. Ouais, enfin, c'est hallucinant parce que il y a des technocrates ou bureaucrates qui vont décider enfin, de la réalité du terrain. Et en fait, comme malheureusement, ils ne sont pas sur le terrain, ils ne peuvent pas comprendre nos problématiques. Parce que si demain, il y a pas d'alternative, je dirais, intelligente à ce produit-là, eh ben, on court droit à la catastrophe, en quelque sorte, quoi. Alors déjà on perd en compétitivité vis-à-vis de certains de nos voisins européens, et je ne parle même pas de nos voisins américains, mais, euh, mais si demain on perdait ce produit-là, ce serait, enfin, j'ose pas imaginer parce qu'en fait, tous ceux qui ont mis en place, comme je disais, l'agriculture de conservation jusqu'alors, bah, en fait, tout leur système serait anéanti alors qu'en fait, on met 15 20 ans à arriver je dirais, à avoir un modèle d'agriculture de conservation qui soit stable. Et si demain, ils interdisent ce produit, bah, c'est 15 20 ans pour certains, même plus, qui est anéanti. Enfin, ce serait terriblement dommage. Ce serait terriblement dommage. À mon sens, toujours. Et comme tu le spécifies, effectivement, l'agriculture, c'est du travail sur le long terme. Ça, C'est c'est ça. important. C'est des années, c'est des décennies. Et de toute manière, on le voit bien, hein, à titre d'exemple, il y a un peu moins d'une dizaine d'années, ils ont passé une canalisation de gaz au pied de la ferme. Et on le verra pendant des décennies, si ce n'est pas des siècles, le passage du gaz, ce qui prouve bien que modifier un système, chambouler une structure de sol, ça se voit sur des décennies. Nos modèles, ils sont, je dirais, ils ont 50, 60, 80, peut-être 100 ans. Et en fait, chambouler du jour au lendemain, ça apporte que des problèmes, quoi. Très bien, écoute, bon, on va quand même finir sur une note positive, non? Est-ce que tu essaies de nous partager quelque chose, même sur le terrain? Dire, c'est que je l'utilise notamment pour les semis, juste avant les semis de blé et orge. Et au printemps, généralement sur colza, en fait, il n'y a pas trop besoin. Il y a très peu besoin finalement de l'utiliser avant l'implantation du colza. Enfin, moi, je l'utilise jamais avant l'implantation du colza parce qu'en fait, les mauvaises herbes, elles ont quasiment pas le temps de repousser. Qu'en fait, on va récolter le blé au mois de juillet et puis on sème du colza autour du 15 août. Donc, en fait, il n'y a quasiment pas besoin de traiter, quoi. Ça marche. Donc, Jeffrey, mais je te remercie pour ce point sur le sujet, notre premier Avec sujet, plaisir. premier épisode, Un café en ferme. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés et peut-être à bientôt pour un deuxième épisode d'Un café en ferme. Merci Juliette. Merci Jeffrey.